Parfait. Hop. Alors, on a quelques personnes qui nous rejoignent. Très bien. Merci à tous d'être là. Donc, vous êtes dans le thème Au-delà du carbone, la régénération des écosystèmes. Et aujourd'hui, on a Émilie Ollion, Alexis Bach et Ludovic Angenieux qui vont nous donner un cas d'école de comment faciliter la transition vers une agriculture régénératrice et agroécologique. Je vous laisse la parole. Même format, 30 minutes, et ensuite, on passera aux questions. Merci beaucoup, Caroline. Bonjour à tous. On est ravis d'être là. Donc, Émilie Ollion, je travaille chez Biosphère, qui est un bureau d'études conseil et accompagnement pour la transition agroécologique. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Ludovic. Donc, Ludovic Angenieux, qui est agriculteur. Je pense que tu présenteras ton exploitation tout à l'heure. Et donc, qui travaille avec nous depuis maintenant 5 ans. Et Alexis. Oui, donc chef de projet donc chez Biosphère sur tous les sujets agriculture régénérative et puis également la mesure de l'impact de ces transitions dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Voilà, et ravi d'être là. L'objectif de cette présentation, c'était justement d'amener un regard qui allait un petit peu au-delà de simplement le carbone en tant que mesure, indicateur de mesure ou indicateur de résultat. Pourquoi ? En fait, nous, on considère que la transition, elle n'a de sens que si elle s'inscrit à l'échelle des écosystèmes. Et donc, assez facilement ou en illustrant de manière très schématique les choses, Léa m'a un peu préparé un boulevard tout à l'heure quand même, parce que du coup, elle a quand même déjà bien discuté là-dessus. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je le résume quand même. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire que stocker du carbone, c'est pas si simple que ça. C'est pas forcément non plus une fin en soi. Ça nécessite de prendre en compte un certain nombre de paramètres au niveau de l'écosystème pour justement mettre en place des pratiques qui ne sont pas contradictoires les unes envers les autres et surtout qui s'intègrent dans une cohérence agronomique dans l'écosystème dans lequel on travaille. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur des grandes théories ou des pratiques qui seraient à mettre en place à l'échelle des écosystèmes ou des pratiques agricoles de manière un peu systématique. Et nous, on se rend compte sur le terrain que c'est quand même beaucoup moins simple que ça et que ça nécessite en fait pas mal de recherche et développement avec les agriculteurs pour essayer d'adapter à l'évolution aussi de l'écosystème qui n'est pas stable, les pratiques agricoles pour justement avoir les sols les plus vivants et les plus vertueux. Donc ça, c'est des petits visuels qui ont été produits par l'INRA. Et donc en fait, très simplement, on peut se rendre compte que sur un paysage, quand on observe le paysage tel qu'il est construit, déjà, une première chose, c'est que le paysage, il ne se limite pas aux parcelles cadastrales de l'agriculteur. Donc un agriculteur seul qui s'engage dans une transition vers l'agroécologie, il va être très très vite limité s'il est tout seul à mettre en place des changements de pratique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des continuités écologiques qui vont au-delà des limites cadastrales des parcelles. Et donc en fait aujourd'hui, on arrive à mettre en place des programmes de transition qui font sens si on arrive à engager un certain nombre d'agriculteurs au sein d'un territoire et les amener à trouver et converger vers des objectifs communs de régénération des écosystèmes. De la même manière, prendre en compte seulement le carbone, pour nous, à notre sens, c'est une erreur et un contresens. Pourquoi ? Parce que le carbone, c'est un élément parmi d'autres à suivre. Aujourd'hui, vous allez entendre beaucoup parler d'eau. Sans eau, pas de stockage de carbone non plus. Donc en fait, c'est aussi important pour nous d'amener cette réflexion sur les dynamiques de l'eau, sur les continuités écologiques, réduire les intrants pour limiter les stockages les émissions de gaz à effet de serre, très bien, mais sans continuité écologique au niveau des paysages, des infrastructures de biodiversité pour abriter la faune et la flore qui vont venir aider l'agriculteur à se passer d'intrants, ça n'a pas de sens non plus pour nous. Donc vraiment le message, ou en tout cas la manière dont on a envie d'appréhender les choses, c'est de réfléchir aujourd'hui à une transition agroécologique qui se veut vraiment englobante, qui ne prenne pas en compte que le carbone, d'où cette notion d'écosystème qui permet vraiment de dépasser ces limites cadastrales, qui permet de dépasser ces limites d'indicateurs qui ont aujourd'hui une valeur marchande et donc effectivement qui sont des stimulants pour mettre en place des changements,
mais qui doivent vraiment aussi être appréhendées dans leurs limites. Et donc nous, la transition, quand on l'accompagne sur le terrain, on l'appréhende vraiment de manière globale, à l'échelle des paysages, à l'échelle aussi des gens qui y travaillent. Et ça, c'est très important pour nous. Un écosystème, ça contient aussi des hommes qui ont des histoires, qui ont des contraintes et qui ont aussi des expériences. Et c'est important pour nous de prendre en compte tout ça quand on met en place des programmes de transition. Donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on utilise cette notion d'écosystème qui nous paraît plus englobante et plus pertinente pour parler de transition agricole vers de la durabilité ou de la pérennité. Alors aujourd'hui, on a voulu utiliser un cas sur lequel on travaille depuis 5 années, donc un cas d'étude, qui est en fait l'impluvium de Badois. Donc Badois qui est une eau minérale de Danone, qui est vraiment pas très loin d'ici. On est à une cinquantaine de kilomètres, donc dans la Loire. Et donc vous allez voir, on travaille sur cette zone qui regroupe des écosystèmes assez intéressants. En termes de challenge sur le réchauffement climatique notamment, Ludovic pourra en témoigner juste après. Et donc notre objectif, c'est de déployer un programme de régénération de ces écosystèmes qui a 2 objectifs, vous allez le voir assez rapidement. L'ambition est bien sûr pour l'entreprise avec laquelle on travaille de préserver sa ressource en eau, en qualité et en quantité bien sûr. Mais pour ça, tout l'enjeu, c'est de maintenir les agriculteurs sur le territoire. Et donc vous allez dire, pourquoi aujourd'hui c'est un enjeu pour Danone de maintenir les agriculteurs sur un impluvium? Si vous regardez la photo, on est sur l'impluvium. Ce que vous remarquez en premier plan, c'est une urbanisation croissante. Donc qui dit béton, dit arrêt d'infiltration de l'eau. Et du coup, dit arrêt aussi du maintien et de la préservation de la capacité du territoire à vivre économiquement de l'utilisation de cette ressource. Donc il y a un enjeu, et ça a été tout le début du programme, ça a été de faire converger les enjeux des différents acteurs économiques qui vivent sur cet écosystème, donc qui sont les agriculteurs, qui ont aussi un objectif de faire tourner leur entreprise, de se rémunérer, les citoyens qui ont aussi des usages et des utilisations de l'eau et des ambitions de préservation de leur écosystème, et une entreprise qui a pour vocation de préserver la ressource en eau. Comment on s'y est pris? Donc vous allez voir, c'est un accompagnement vraiment basé sur le terrain. On a commencé par, nous, en tant que cabinet extérieur, à essayer de comprendre comment fonctionnait cet écosystème. Donc on allait dans les fermes. On a fait des audits chez l'ensemble des agriculteurs qui étaient présents sur le territoire et intéressés pour réfléchir à cette notion de régénération d'écosystème. On les a mis ensemble dans une salle, tous ces agriculteurs qui étaient potentiellement intéressés. On les a fait réfléchir à ces enjeux et comment partager des thématiques techniques, environnementales, économiques autour de cette notion de transition agroécologique du territoire. On a mis aussi dans la salle forcément l'entreprise qui voulait soutenir ce programme de transition. Et on a essayé de co-construire un programme avec des ambitions, des valeurs et des indicateurs de suivi qui soient partagés. Donc je ne vais pas rentrer forcément dans le détail puisque vous allez le voir avec les exemples et notamment l'exemple de l'exploitation de Ludovic, qu'il y a eu tout un tas de programmes d'action qui ont découlé de ça. Mais au global, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même un projet territorial, une transition agroécologique ou une transition vers l'agriculture régénératrice qui nécessite de mobiliser de l'intelligence collective, qui nécessite de se réunir à plusieurs dans une salle et de passer du temps à co-construire et réfléchir des projets de transition. Donc c'est un investissement. Ce qui est important de retenir, c'est que pour qu'il y ait une transition, il faut un investissement en temps des acteurs sur le territoire. Et donc cet investissement en temps, aujourd'hui, quand on parle de rémunération de carbone, il n'est pas pris en compte. C'est vraiment d'abord commencer à capitaliser sur dédier du temps à réfléchir à comment s'y prendre différemment. Donc il y a des organismes publics qui permettent en tout cas des dispositifs de soutien de financement public qui permettent de financer un peu ce temps. Mais aujourd'hui, il faut que les entreprises prennent conscience que si on veut avoir des projets de territoire et de transition territoriale qui soient cohérents, impliqués, où les acteurs se sentent impliqués et en maîtrise des projets et se l'approprient dans la durée, ça nécessite d'investir sur ce temps de réflexion collective et de co-construction. Il y a des temps individuels, des coachings, des audits, Ludovic pourra en parler, et puis un gros temps d'animation collective. Ça, Léa nous a vraiment mis un boulevard tout à l'heure. Effectivement, c'est en collectif qu'on apprend le plus vite et qu'on va le plus loin en termes de réorientation, de reconception, d'innovation, de pratique dans un territoire donné pour aller vers l'agroécologie, l'agriculture régénératrice.
Donc je vais assez vite là-dessus, puis je vais passer la parole à Ludovic assez rapidement. Simplement en quelques mots, le programme agriculture régénératrice sur l'impluvium, les agriculteurs se sont fixés des ambitions sur 4 grands items. Donc ça, c'est vraiment les agriculteurs animés forcément par nous, avec le soutien de Danone, qui se sont engagés vers une réduction de l'usage des produits phytosanitaires, la préservation des sols, la préservation de la biodiversité des surfaces en prairie et la gestion raisonnée de la fertilisation des effluents d'élevage. Pour vous donner un peu une idée globale, aujourd'hui, on a 22 agriculteurs qui sont engagés sur ce territoire. Ça représente 43% des surfaces de l'impluvium. Ça fait à peu près 1560 hectares engagés dans le programme. Depuis 2019, on a organisé plus de 50 journées techniques. Pour vous donner aussi une idée que tous les programmes de transition agroécologique qui se mettent en place dans les territoires demandent aussi un investissement en temps et sur la durée. Ce n'est pas en une année que les choses se passent et vous allez le voir. Ça nécessite vraiment du temps d'animation et de présence terrain quotidien pour que les essais soient transformés, c'est-à-dire que les essais qu'on fasse soient adoptés, communiqués, diffusés, transmis entre agriculteurs. Et ce temps-là, encore une fois, ce n'est pas simplement des crédits carbone qui nous permettent d'avancer sur ces choses-là. Peut-être, du coup, Ludovic, je vais te laisser prendre la parole, t'aider à justement expliquer un petit peu. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ta ferme, qu'est-ce que c'est, nous décrire simplement ta ferme, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu travailles, qu'est-ce que tu produis? Voilà, moi je me suis installé en 2006, une exploitation individuelle typique des Monts du Lyonnais, donc système laitier assez intensif, raigra, maïs pour être autonome sur l'exploitation. On labourait tout, on labourait même 2 fois par an. On labourait au printemps pour le maïs, on relabourait à l'automne pour semer les céréales. Puis on s'est vite aperçu 5-6 ans après que les soucis commençaient à arriver. On a beaucoup de problèmes d'érosion, ruissellement. Comme on a vu la photo tout à l'heure, c'est quand même mieux ça urbanisé. On est juste en haut du village. On a eu des problèmes de ruissellement dans le village. Donc on s'est posé une question à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Soit on continue le maïs, on arrête le maïs, on change de pratique. Donc nous, on était plus partis pour changer de pratique. Et à ce moment-là, du coup, juste le collectif, on a lancé le collectif qui s'appelle La Bulle Verte, du coup, par rapport à Badois, et qui nous a aidé à passer le cap du non-labour, changer un peu. Du coup, ça a changé nos pratiques, nos cultures, parce que pour faire du non-labour, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Donc on a changé de système. On est passé de métail maïs plutôt que raigra maïs. Et après, on a fait pas mal de formations là-dessus. On a fait un voyage d'études. Et nous, le problème chez nous, c'est qu'on est vachement intensif. Moi, je me suis installé tout seul sur 50 hectares. Il y a mon épouse qui m'a rejoint en 2020 sur l'exploitation. On a une pression foncière sur le territoire. Du coup, j'ai dû accepter que ma femme me rejoigne sur l'exploitation sans baisser la productivité, vu qu'on n'a pas augmenté la surface, quoi. Donc on est arrivé par le biais des enchaînements métail-maïs pour garder une productivité. Sur des sols séchants, ça fait 2-3 années, on se tape des mois de juin avec des canicules à 40 degrés, donc pas facile de garder une productivité. Donc on y arrive quand même, nos essais le prouvent. Hein. Quand on fait chez nous, là, depuis 4-5 ans, on a des parcelles qui sont 100% en zéro labour. En enchaînement métail-maïs l'année dernière, avec le mois de juin qu'on a eu, on a quand même fait un métail à 5 tonnes de matière sèche, avec ensuite un maïs à 8 tonnes. Donc on a produit quand même 13 tonnes de matière sèche à l'hectare, alors que les prairies à côté en ont produit 5-6 tonnes. Du coup, ce qui est peut-être avant de rentrer dans les détails, parce qu'on va parler après des itinéraires techniques, est-ce que ça a changé pour toi? Si on revient, donc peut-être tu as été, pour tous ceux qui n'ont pas lu la diapo, donc Ludovic qui fait du lait, donc des vaches laitières, qui valorise directement une grosse partie du volume part directement à la laiterie. Donc sur les 400 000 litres, il y a 380 000 litres qui partent à la laiterie et 20 000 litres qui sont transformés par son épouse, donc Cyrielle, et commercialisés en direct sur le territoire. Si tu peux nous expliquer en fait concrètement qu'est-ce qui s'est passé pour toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as parlé rapidement des formations, tu peux nous dire un peu plus le programme, qu'est-ce que tu as vu en formation, qu'est-ce que tu as appris et comment tu as transformé l'essai chez toi? Alors le programme déjà, comme tu as dit tout à l'heure, il est co-construit, donc on a participé à l'élaboration du programme. Donc nous, il était parti surtout sur l'échelle de mon exploitation, surtout sur le non-labour, la préservation du sol.
Alors, au début, on parle de bas carbone aujourd'hui, mais nous, l'importance du non-travail du sol, c'était surtout pour améliorer la fertilité de nos sols, la fertilité naturelle. Parce que bon, faire un labour, passer des produits phyto et acheter de l'ammonitrate, ça, c'est simple quand même. Quand on veut revenir à l'agronomie de ces sols, c'est quand même plus compliqué. Ça demande du temps, de la formation et des essais chez nous, pas toujours concluants, mais bon, faut quand même persister là-dessus et c'est pas s'arrêter à un échec sur l'exploitation, quoi. Et je pense que le collectif a un gros avantage là-dessus. C'est que moi, au début, quand on partait, on était un peu tout seul et le regard des voisins a beaucoup d'influence sur nos pratiques quand même. Quand on a le sol à ne pas labourer, ils sont tous à regarder par-dessus pour voir comment ça se passe, quoi. Alors que quand on est en groupe, si ça marche pas, on est moins impacté quand même, quoi. Puis il faut quand même garder une certaine, moi je dirais, une fierté, quoi. Donc si quand ça rate et puis que tout le monde rigole derrière, c'est pas non plus motivant, quoi. Donc Ça, c'est très important parce que dans les modèles de transition, nous, on se rend compte que sur le terrain, un des facteurs bloquants avant d'avoir la technique, c'est d'abord un peu le social, le culturel et le psychologique, surtout en élevage. Là, Ludovic, il parle très vite de ses sols, mais c'est un éleveur. Et donc aujourd'hui, nous, dans les programmes, on a parlé beaucoup de sols. On s'oblige, on se donne les moyens de ne parler pas que de sol quand on s'adresse à des éleveurs. On parle aussi de production laitière, on parle de ration, on parle de performance économique. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est lié. Pourquoi les agriculteurs mettent en place des pratiques culturelles telles que le labour ou l'utilisation de produits phytosanitaires qui, dans ce cadre de ce programme-là, était un objet qui voulait être travaillé par les agriculteurs ? Pour sécuriser des stocks et pour nourrir des animaux qui vont, voilà, dans lesquels ils vont tirer un produit et un revenu. Donc en fait, au global, on peut aussi, quand on est dans ces systèmes-là, retrouver de la marge de manœuvre en amenant l'éleveur à reconsidérer qu'est-ce que c'est vraiment la performance sur son exploitation. Et je pense que à ce niveau-là, il y a eu aussi l'effet de groupe a été aussi intéressant parce que finalement, quand on arrive à mettre des gens dans une salle et les faire discuter sur c'est quoi être performant quand on est agriculteur et c'est quoi être bon, ça permet aussi de sortir un petit peu des sentiers battus du niveau de la performance à la productivité à l'hectare ou à la productivité au litre de lait. Et donc, on se donne aussi des normes communes, collectives, différentes qui permettent de se réassurer et de quelque part aussi s'encourager dans des modèles de transition. puis quand on est en groupe, on cherche plus souvent quand on se rate, c'est pas de se rater, c'est pourquoi on s'est raté. Ouais. Et quand on est en groupe, on trouve souvent des solutions parce que le voisin il a fait comme ça, il a quelque chose qu'il n'a pas fait par rapport à nous, c'est peut-être ça qui n'a pas marché, c'est peut-être. Je pense que l'année d'après, on essaye ce qu'il a fait lui, et c'est toute une chaîne qui se met en place. Voilà, c'est tout un complément de chacun, quoi. Peut-être pour avancer, du coup, si on regarde un peu ce qui s'est passé sur ta ferme en détail, donc tu as parlé tout à l'heure d'essais. Donc l'objectif, il était double pour le programme et il est challengeant parce qu'on l'a vu tout à l'heure, une transition ne se fait pas aussi facilement. Il était de réduire les phytos en même temps que de réduire le travail du sol. Donc on s'est mis la barre assez haute, mais je pense que l'essai qu'on a mis en place chez toi, c'est un levier intéressant de réflexion par rapport à ça. Je vous ai mis ici donc, dans la trajectoire les IFT, donc indice de fréquence de traitement herbicide de Ludovic, au moment de son engagement dans le programme, donc en 2019, jusqu'en 2021. Donc plus on est bas, moins on utilise de produits phytosanitaires sur ces parcelles. Donc aujourd'hui, peut-être pour détailler un des moyens que tu as pu mettre en place pour réduire cet indice de fréquence de traitement et réduire aussi le travail du sol, c'est justement ce dont tu parlais, ce changement d'itinéraire technique ou même de rotation culturelle, c'est-à-dire prendre en compte de manière un petit peu différente l'enchaînement des cultures. Donc pour baisser cet indice de fréquentation de traitement, c'est surtout l'importance, c'est la rotation, c'est la première chose à prendre en compte. Avant de prendre une bineuse ou une hercétrie, c'est plutôt la rotation qui vient en premier, quoi. Alors aujourd'hui, on arrive à ne plus traiter les céréales du tout en respectant les rotations. On fait des mélanges, du coup, on passe avec des méthodes, des mélanges céréales protéagineux. Du coup, ça fait une couverture du sol beaucoup plus importante. Et du coup, jamais on traite une céréale, même pas passer l'hercétrie, ni une bineuse, ni rien. Ça. Et puis pour la partie maïs, partie maïs, du coup,
On garde un traitement pour sécuriser, parce que nous, on n'a pas d'irrigation, sol très séchant, la moindre concurrence de mauvaises herbes par rapport au maïs, c'est catastrophique. Donc on n'a déjà pas beaucoup d'eau, alors si c'est la mauvaise herbe qui commence à pomper de l'eau, c'est pas simple. Donc on est passé en métail maïs à la place de régras. Pourquoi? Parce que le métail il a un effet structurant sur le sol, il a du racinaire. Les protéagineux amènent de l'azote et structurent aussi le sol, ce qui permet de se passer de la charrue après un métail avant le semis de maïs. Donc peut-être pour prendre le temps de détailler pour tout le monde, peut-être ceux qui ne sont pas non plus toujours habitués à suivre des itinéraires techniques, si on reprend, donc ça c'était l'itinéraire technique qu'on voit projeté de régras maïs enchaînement sur une année en fait de 2 cultures. Le régras pour faire de l'ensilage d'herbe pour nourrir la base d'alimentation du troupeau, avec suivi d'un maïs pour faire de l'ensilage de maïs qui vient compléter en énergie cet ensilage d'herbe. Du coup, avant, on va dire que ce régras, voilà, nécessité, c'est une plante qui consomme quand même pas mal d'azote, donc nécessité l'utilisation d'engrais azotés. Vous le voyez sur la photo, en fait, le régras, c'est de la monoculture. Donc, en fait, toujours sur une parcelle, sur une année, on n'avait que 2 espèces, du régras et du maïs. Donc, en biodiversité, on va dire que ce n'était pas la richesse absolue. De labour, potentiellement, ou un travail superficiel du sol suivi d'un labour, ce qui pouvait permettre, en fait, en tout cas exposer la parcelle à l'érosion, notamment sur les orages qu'on peut avoir de plus en plus précoces en début d'été. Donc notamment, si vous regardez la parcelle, ici c'est une parcelle qui a été labourée et qui a repris un orage en début d'été 2022. On va dire que ça a été un peu la cata sur cette parcelle. C'est la cata, oui. C'est les 2 modèles différents. Le sol qu'on a mis en labour comme ça, alors déjà il y a eu la sécheresse, le maïs ne pouvait pas sortir parce qu'on a fait sécher la terre en la retournant. Et après, le premier orage qui s'est venu, ça a tout bétonné. C'était catastrophique par rapport à un système non labour. Puis le système aussi métail de vin, on pense aussi au racinaire. Quand on fait un métail de 5 tonnes de matière sèche, on a quand même 5 tonnes de racines en matière organique qui sont dans le sol. Par rapport à un régras qui fait 3 tonnes avec du racinaire en surface. Ouais. Donc si on regarde cet itinéraire-là et qu'on va passer juste après à l'itinéraire avec métail, donc on avait une production de régras qui nous coûtait à peu près 115 € la tonne de matière sèche pour faire 3,5 tonnes de matière sèche sur 6 mois, suivi d'un maïs à 11 tonnes de matière sèche à 62 € par tonne de matière sèche si on prend la somme de toutes les interventions. Donc sur cet itinéraire technique, on va dire qu'une année où le maïs se comporte pas trop mal, on arrivait à sortir 14,5 tonnes de matière sèche à 80 € la tonne de matière sèche. C'est à peu près ça. Sur les parcelles vraiment à côté, donc ça c'est la même année, les mêmes parcelles vraiment à côté. Donc on a les parcelles en métail, donc en termes de biodiversité, on voit que c'est quand même beaucoup plus riche. On voit que avec le même orage, parce que c'est la parcelle d'à côté, c'est exactement ça se touche, les 2 parcelles se touchent. On n'a pas du tout la même culture. Finalement, on se rend compte du bénéfice de la réduction du travail du sol. Et puis si on regarde d'un point de vue économique, on a produit 5 tonnes de matière sèche avec le maïs à 100 € la tonne et 11 tonnes de matière avec le métail et 11 tonnes de matière sèche avec le maïs à 55 € la tonne. Donc on a produit plus de matière sèche, 16 tonnes de matière sèche à 69 € la tonne. Donc avec un coût de production moins élevé. Donc peut-être pour reboucler aussi, c'est de se rendre compte par rapport au débat qu'il y a eu tout à l'heure, c'est que en fait le coût de la transition, pour nous, c'est un coût d'accompagnement avant toute chose, de sécurisation. Mais la baisse d'utilisation des intrants et en fait la réflexion et l'optimisation agronomique qui peuvent être faites sur une ferme amènent très très vite en fait à des résultats économiques qui sont quand même intéressants en termes de réduction des charges pour l'agriculteur. C'est pas systématique en fait qu'il y ait une catastrophe de baisse de rendement quand on passe d'un système à un autre. On peut arriver aussi à mettre en place des choses qui assez rapidement, au vu de l'ampleur et de la vitesse du changement climatique, amènent des résultats positifs et de la résilience vis-à-vis de l'impact des aléas du climat. Je dirais même mieux que nous, ça fait 5 ans qu'on y travaille dessus. Là. On n'avait pas pensé à une augmentation des charges à ce niveau-là, l'augmentation des intrants. Et finalement, on a passé l'augmentation des intrants plus serein que quelqu'un qui est en système labour en achetant de l'azote et qui brûle du gasoil pour travailler ses sols. Et si on regarde du coup sur là où tu en es aujourd'hui, donc aujourd'hui tu as stabilisé à peu près l'utilisation des herbicides. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a encore des usages qui sont aujourd'hui pour l'instant indispensables au vu de là où tu en es d'un point de vue équilibre troupeau, rotation plante.
Et si on regarde le travail du sol sur tes surfaces, ben, tu es passé d'un système où tu avais seulement 15% de tes surfaces semées qui étaient sans labour et avec couverture permanente du sol en 2019 à aujourd'hui 93% de tes surfaces semées sans labour et avec couverture permanente des sols. L'objectif sera de 100%. On travaille aujourd'hui pour la destruction des prairies, du coup, qui n'est pas facile à faire. On a essayé au printemps par rapport au déstockage de l'azote. On aimait bien, après nos prairies, faire un maïs au printemps. Mais c'est compliqué pour détruire la prairie au printemps pour faire un maïs derrière. Donc on travaille un peu plus sur la destruction des prairies à l'automne, avec un enchaînement sur un métail derrière pour retourner récolter au printemps. En changeant sur la saison, on commence à travailler dessus et je pense que c'est prometteur pour la suite, quoi. Alors peut-être que du coup, on peut se dire le cas de Ludovic est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est notre agriculteur leader, on l'a fait venir et donc on vous en met plein les yeux. Bon, il parle bien, donc du coup, c'est vrai qu'effectivement, on l'a fait venir. Mais peut-être juste vous montrer quand même des résultats globaux sur l'ensemble des exploitations. On fait des audits tous les ans justement pour mesurer les performances sur l'ensemble des fermes qui sont engagées avec nous. Donc on est passé en 2019, donc ça c'est l'usage des produits phytosanitaires. Donc on a en bleu les surfaces sans phyto et en jaune les surfaces avec phyto. Au début du programme, donc ça inclut tout, hein, les surfaces en prairie aussi, donc c'est pour ça que les coefficients sont peu élevés. Mais on est passé de 29% des surfaces qui recevaient des produits phytosanitaires en 2019 à seulement 9-10% des surfaces en 2021 et 2022 qui ont reçu des produits phytosanitaires, malgré les aléas climatiques en 2021 qui auraient pu nous faire penser qu'il y aurait un recours accru aux herbicides. Finalement, les agriculteurs arrivent à réduire les phytos. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, on a un palier très rapide sur les 2 premières années. On arrive à se passer des usages résiduels de phyto quand on remet du bon sens agronomique. Par contre, si on va aller vers du zéro phyto, ce n'est pas des programmes de transition de 4 ans qu'il va falloir faire. C'est qu'il va falloir accompagner encore plus dans la durée, comme l'a dit Léa, retrouver des sols vivants qui sont en capacité de permettre à l'agriculteur de se passer au plus possible d'intrants. Ça prend du temps. Et donc cette transition, elle doit être financée dans la durée. C'est pour ça que le programme financé par Danone, il est renouvelé encore sur 4 années. Il le sera encore sur 4 années supplémentaires parce qu'on se rend bien compte que travailler avec du vivant dans un contexte climatique instable, ça demande du temps, de l'expérimentation, des essais-erreurs et qu'on va arriver, comme dans tout schéma de progression, à des plafonds, puis on va repartir et puis voilà. Pour arriver à ça, c'est clairement du temps d'animation. Vous allez le voir tout au long du programme, des tours de plaine, de la réflexion collective, apprendre aux agriculteurs à sortir plus systématiquement la bêche pour aller regarder ce qui se passe sous le sol au lieu de regarder uniquement ce qui se passe sur le sol et chez le voisin. Donc c'est aussi se recentrer un peu sur comment on observe ces parcelles. Sur la préservation des sols, donc vous avez en bleu les surfaces qui sont semées sans labour, avec couverture permanente des sols, et en jaune, les surfaces qui sont semées soit avec labour, soit avec un sol des périodes de sol non couvert de plus de 21 jours. Et donc, à l'échelle des surfaces engagées dans le programme, on est passé de 16% de surfaces semées sans labour avec couverture permanente des sols à 69% en 4 ans. Et donc ça, ce qui est important, c'est de comprendre que notre programme, il n'était pas de la prescription de pratique, mais bien de l'autonomisation décisionnelle des agriculteurs. Donc, les formations dont parlait Ludovic, le premier point, c'est redonner à l'agriculteur la capacité de comprendre ce qui se passe sur son environnement et donc de lui redonner les bases biologiques qui lui permettent de prendre les bonnes décisions. Si on était dans la prescription de pratique, si vous faites ça, vous gagnez ça, ou vous avez ce bonus-là économique, quand le bonus économique s'arrête, l'agriculteur, il revient à ses pratiques initiales, s'il n'a pas compris pourquoi c'était intéressant pour lui et si ça ne fait pas sens par rapport à son système de contraintes. Donc, tout l'enjeu pour nous, il est que les agriculteurs soient en maîtrise et en compréhension totale de la manière dont ils doivent travailler leur sol. Donc, plutôt que de leur expliquer pourquoi il ne faut pas désherber les rumex, je préfère leur expliquer pourquoi les rumex, ils poussent là. Plutôt que de leur dire « ne laboure pas », je préfère qu'ils prennent leur bêche et qu'ils aillent par eux-mêmes regarder si leur sol, en termes de structure, de qualité, il nécessite ou pas d'être travaillé. Et donc tout ça, c'est vraiment le programme d'action qu'on met en place, c'est redonner la connaissance aux acteurs de la transition, qui sont les agriculteurs, les autonomiser au plus possible, les outiller aussi. Ça nécessite des investissements, de changer de pratique. Léa en a parlé un peu tout à l'heure, des semences, du matériel. Donc dans ce programme-là, on a la chance d'avoir un acteur qui soutient aussi économiquement les agriculteurs sur l'investissement collectif de matériel pour faciliter justement des transitions techniques au niveau des itinéraires de conduite.
Sur la partie préservation des surfaces en prairie et de la biodiversité, c'est un enjeu majeur pour le programme. Vous l'avez vu, la biodiversité dans le sens écosystémique du terme, c'est le premier levier de la transition agroécologique pour les agriculteurs. Quand on essaye de réduire le recours aux intrants et à la mécanisation, qu'est-ce qui nous reste pour travailler? La biodiversité. Donc la biodiversité microbienne dans les sols, la biodiversité microbienne sur les plantes commensales, des flores commensales qui permettent de lutter contre les pathogènes, et de la biodiversité microbienne des animaux en bonne santé avec des rumens qui fonctionnent bien pour éviter d'avoir recours au traitement. Et donc on essaye de créer des cercles vertueux, et donc on voit aujourd'hui que les agriculteurs ont réussi à maintenir leur surface en prairie malgré les aléas climatiques, ont augmenté leur surface d'intérêt écologique, ont commencé à réfléchir à des cycles de continuité écologique avec des plantations de haies. Donc toi, Ludovic, tu as planté des haies cette année? On a planté récemment des haies, oui. Donc à peu près... On a planté à peu près 200 mètres de haies, et on laisse pousser aussi naturellement des haies qu'on ne faisait pas avant. On passait les pareuses, on nettoyait propre. Aujourd'hui, on laisse pousser les haies et on évite de tailler les haies au carré, on laisse monter. On a aussi des projets de restauration de mares. Donc il y a 37 projets de restauration de mares sur le territoire. Pourquoi? C'est aussi prendre en compte le petit cycle de l'eau. C'est-à-dire, plutôt que de stocker de l'eau dans des bassines hermétiques, plutôt essayer de recréer des zones humides qui peuvent être justement source et vecteurs de nutrition en eau, de prairies humides qui peuvent être pâturées par les animaux au moment où tout le reste est sec, etc., etc. On a des résultats sur la biodiversité et on essaye de mener des partenariats pour aussi faire dialoguer des agriculteurs avec des associations environnementales et que tout le monde trouve en fait du sens et de la cohérence à ces projets de restauration écologique. Sur la partie fertilisation, je vais passer assez vite, Ludovic en a parlé, c'est vraiment remettre du sens agronomique sur les manières d'utiliser et de gérer les effluents d'élevage pour essayer de se passer au plus possible d'azote minéral, par exemple. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a eu une réduction d'un tiers de l'usage de l'azote minéral. On va dire que le contexte économique nous a aidés, ça c'est clair. Mais au global, il y a quand même, je pense, une prise en compte et une prise de conscience qu'un sol qui fonctionne sous perfusion, ce n'est pas un sol vivant, et qu'on a tout intérêt à faire en sorte que ce soit le fonctionnement et les dynamiques de minéralisation des matières organiques qui nourrissent les plantes plutôt que l'ammonitrate, quoi. Au global, on peut se dire, est-ce que tout ça, économiquement, c'est rentable? Si on regarde l'autonomie, qui est un critère corrélé quand même assez fortement à l'économie au niveau des élevages, aujourd'hui, on a des éleveurs qui sont rentrés dans ces dynamiques de transition, qui ont amélioré leur autonomie protéique. On est passé d'une moyenne de 79% d'autonomie protéique à 86% en 2022. On a augmenté l'autonomie fourragère. Et aujourd'hui, sur les enquêtes satisfaction qu'on a fait au bout de 4 années du programme, on est passé à on a des agriculteurs qui ont un niveau de 7,2 sur 10 en satisfaction de situation économique sur la ferme, dans un contexte sans AOP, sans soutien particulier. On est vraiment sur de l'agriculture classique qu'on peut retrouver un peu dans différents bassins. Et 77% des agriculteurs qui trouvent que le programme a un impact positif, voire très positif, sur leur situation économique. Donc on essaye d'animer ça avec des ateliers où chaque année, les agriculteurs reprennent leur comptabilité pour calculer l'efficience économique. C'est-à-dire se dire, si j'investis 1 euro, quand je me lève le matin, que j'investis 1 euro, soit en démarrant le tracteur, soit en nourrissant mes animaux, soit en allant récolter une plante, est-ce que je suis sûre de le retrouver dans mon portefeuille derrière? Et si je ne le retrouve pas, il y a 2 options. Soit j'ai investi dans du capital, c'est un choix, c'est stratégique. Si je ne le retrouve pas ni dans mon capital, ni dans mon portefeuille, c'est qu'il y a une fuite quelque part. Et cette fuite, souvent, c'est assez rigolo, la nature est bien faite, mais elle correspond aussi à des fuites métaboliques dans l'environnement. Si j'ai investi plus d'engrais que ça me fait gagner en rendement, c'est que quelque part, le métabolisme de mon écosystème agricole a des fuites. Et donc c'est aussi ça, c'est montrer que l'écologie, c'est aussi économiquement et directement corrélé à l'impact, à la performance économique sur les fermes. Par rapport à l'économie, toi, de ton côté? Ça va pas trop mal. En tout cas, il n'y a pas eu de diminution. Non, et puis moi, quand je suis parti seul sur l'exploitation, j'ai pu intégrer ma femme avec, donc je pense que c'est pas trop mal. Oui, les choix stratégiques ont été les bons. J'en ai fini pour cette illustration. Je vais passer la parole à Alexis, puis on prendra vos questions à la fin. Mais du coup, là, l'idée, c'était de vous montrer par l'exemple, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de rentrer dans un processus de transition. C'est un processus qui est d'abord humain.
de compréhension et de connaissance des bases biologiques du fonctionnement des écosystèmes. Et aujourd'hui, chez Biosphère, on essaye de s'outiller pour faciliter le suivi de cette transition en gardant l'humain au cœur de ce système de suivi et de pilotage de la transition. Donc l'humain, l'agriculteur, les entreprises qui accompagnent et nous qui accompagnons ou en tout cas qui aidons à faire des choix stratégiques sur les changements de pratiques. Ouais. On va faire rapide et puis on prendra les questions avec grand plaisir. L'idée ici, c'était de vous présenter un peu la manière d'évaluer et de piloter une transition agroécologique. Alors, Émilie et Ludovic vous ont parlé un peu des évolutions qui ont eu lieu sur l'exploitation et au travers des indicateurs qui ont été présentés. Voilà, on va faire un petit tour sur les indicateurs et puis vous montrer aussi que les différentes réglementations au niveau des ESG, de la politique RSE et de tout ce que vous connaissez dans les entreprises, et finalement quel est le lien qu'on va avoir au niveau des agriculteurs. Donc aujourd'hui, on accompagne, dans le cadre de ce programme-là, des entreprises agroalimentaires notamment, hein, mais pas que, sur ces sujets d'agriculture régénérative et de transition finalement du sourcing de matières premières au niveau des entreprises. Et donc ce qu'on observe, c'est qu'il y a une multiplicité de frameworks qui commencent à arriver, agriculture durable, sustainable farming, régénérative agriculture, chacun y va un peu de sa recette, de ses indicateurs, et il n'y a pas de vision très, très globale en fait, il n'y a pas un cadre de contraintes qui est vraiment fixé, ou en tout cas il y en a un qui se dessine, mais on va en parler juste après. Il y a une multiplicité des audits sur les exploitations agricoles. Moi, sur l'exploitation familiale, cette année, c'est 3 audits, donc 3 jours où je suis mobilisé, entre guillemets, et où je dois fournir mes données, où on doit rediscuter de machin, ce qui s'est passé sur l'exploitation, etc., plutôt que d'aller dans le fond de la technique et de ce qu'on peut mettre en place d'un point de vue de plan d'action. Et souvent, on n'a pas de retour de ces audits-là, des audits qui sont faits dans le cadre de cahiers des charges. On n'a pas de conseil opérationnel associé. Et finalement, on peut se poser la question de l'efficience de ces audits, toute l'efficience de ces démarches pour les agriculteurs. Et avant même de mettre en place un crédit carbone ou un contrat premium avec notre agriculteur, l'idée, c'est bien de co-construire une démarche globale qui permette derrière d'avoir une valeur ajoutée qui est créée pour l'agriculteur dans le cadre de ce programme-là. Donc c'était un des éléments qu'on voulait passer aujourd'hui au niveau des indicateurs. On a également une chaîne de valeur qui est parfois floue, hein, une supply chain dans laquelle on essaye de naviguer un peu à vue et qui c'est pas toujours facile. Des enjeux de traçabilité qui sont mal adressés ou en tout cas pas suffisamment pris en compte à la fois chez les agriculteurs et à la fois tout au long de la supply chain. Et puis des familles d'indicateurs qui sont identifiés au travers des frameworks, hein, mais aucun indicateur qui sont très opérationnels finalement. Aucun indicateur avec lesquels on a des protocoles de mesure et qui nous permettent d'aller véritablement identifier et mesurer l'impact d'une transition agriculture régénérative sur le terrain. Donc ça, c'est un peu ce qu'on observe en fait dans la mise en place des programmes, et c'est ce qu'on essaye de structurer avec les groupes qu'on accompagne dans la mise en place des transitions vers l'agriculture régénérative. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'on a une assiette de données brutes sur l'exploitation agricole, et que cette assiette de données brutes, elle peut servir à un certain nombre de choses. La première, et qui est le pilier pour moi, c'est l'accompagnement des agriculteurs au travers d'indicateurs de performance technico-économique de l'exploitation agricole. Ça, pour moi, ça fait partie des indicateurs qu'on a présentés aujourd'hui. Les euros dépensés pour une tonne de matière sèche qu'on va créer, pour l'alimentation du troupeau, pour moi, c'est les indicateurs qui sont clés, qui vont permettre d'embarquer les agriculteurs dans la transition, et qui vont permettre également de fournir des mesures sur le long terme à l'agriculteur pour bien montrer qu'on y gagne à aller vers une transition vers l'agriculture régénérative, et on n'y dépense pas, en tout cas on va essayer, et c'est l'objectif des programmes qu'on met en place, de ne pas y dépenser.
Ensuite, ils ont ces données brutes là, sur l'exploitation agricole ont une deuxième valeur, une valeur au niveau de la filière, du sourcing. Et donc là, au travers des frameworks agriculture régénérative, bas carbone ou une autre filière que vous aurez voulu développer. Et puis, on va aller jusqu'à ces obligations d'engagement, RSE, reporting extra-financier, etc., dont on discute de plus en plus et qui sont des sujets clés qui arrivent sur la table aujourd'hui où on parle du carbone. Voilà. Vous êtes tout à fait au courant de ces sujets-là. Et puis, cette assiette de données brutes, elle va finalement servir l'innovation dans les programmes et de se dire, finalement, j'ai mis en place 3 itinéraires techniques différents dans le cadre de mon programme. Quel est celui qui a les indicateurs technico-économiques et les indicateurs au niveau de l'impact et de l'agriculture régénérative qui sont les plus performants? Et donc, dans quel itinéraire technique, en tout cas, vers quel itinéraire technique je peux amener un passage à l'échelle? Et c'est ce que les groupes agroalimentaires nous demandent aussi, c'est qu'on ne veut plus rester à l'échelle de pilote aujourd'hui, on ne veut plus faire une transition avec 10 agriculteurs, on peut passer à des notions d'impact, des notions d'échelle et du passage à l'échelle. Et donc, toute cette phase de progrès et d'innovation est accompagnée de R&D, hein, évidemment, chez Biosphère, mais on pilote également les indicateurs pour pouvoir faire de l'innovation à l'intérieur des programmes. Et donc, le dernier aspect, je pense que Émilie l'a beaucoup souligné, et Ludovic aussi d'ailleurs, c'est premièrement d'avoir une approche globale, c'est-à-dire on a une approche économique sur l'exploitation agricole et à l'échelle de mon écosystème, on a une approche environnementale évidemment, et on a une approche sur les pratiques agricoles. Et donc en fait l'idée c'est de sortir 5 catégories d'indicateurs aujourd'hui, donc des indicateurs sur les aspects sociaux, sur l'eau, sur le carbone, sur la santé des sols et la fertilité des sols, et sur la biodiversité. Donc en fait vous voyez bien qu'on ne peut pas être carbone centré dans un écosystème, et que omettre l'ensemble des autres paramètres qui sont ici, ça veut dire omettre quelque part une partie du vivant dans vos programmes d'agriculture régénérative. Et donc en fait on a développé un outil digital qui se met au service de la transition de nos programmes aujourd'hui, pour 2 raisons. La première raison, c'est pour permettre de qualifier finalement où est-ce qu'on en est d'un point de vue de notre transition, et on peut mettre des groupes de niveau et des paliers à passer au niveau des agriculteurs. Il y a une sorte de gamification de l'année prochaine, je passe au palier suivant. Et puis ensuite, de faire vraiment du reporting d'impact avec des indicateurs et de moyens, donc des pratiques agricoles, et des indicateurs de résultats mesurés sur le terrain. Et donc ça, on pourra discuter éventuellement des indicateurs. Donc là, je vous ai remis en fait la démarche de manière globale. On a une collecte de données au travers des audits sur l'exploitation agricole, mais l'ambition, c'est d'avoir un seul audit qui permette d'aller chercher l'ensemble des données qui nous permettent d'agréger à la fois la partie reporting extra-financier et la performance économique de l'exploitation. Et ensuite, on a mis évidemment Biosphère, notre expertise sur les sujets d'agriculture régénérative et des indicateurs à l'intérieur de l'outil. Et on intègre également les besoins spécifiques de nos clients, donc les frameworks, les fameux frameworks que j'ai cités tout à l'heure, à l'intérieur de cet outil pour sortir finalement un support technique et une performance technico-économique et surtout une feuille de route. C'est-à-dire que ces indicateurs-là ne sont pas juste pour faire du reporting extra-financier ou en groupe, ils sont également là pour construire une feuille de route avec l'agriculteur. Et c'est bien dans cette construction de feuille de route avec l'agriculteur que l'on crée une transition sur un territoire et une co-construction. Et puis ensuite, on a ces obligations de reporting ici qu'on retrouve. Voilà. Donc, juste rapidement pour finir, donc, pour avoir de l'impact, finalement, et c'est ce qu'on a essayé d'illustrer aujourd'hui, ça nécessite de s'inscrire dans une démarche globale, pragmatique, long terme et cohérente avec l'ensemble des parties prenantes, donc à la fois sur la chaîne de valeur, à la fois sur les agriculteurs, et surtout de co-construire l'histoire et l'aventure d'une transition agriculture régénérative ensemble. Donc ce que ça veut dire, c'est finalement lier le terrain. Qu'est-ce qui se passe sur les exploitations agricoles? Qu'est-ce qui se passe dans mon écosystème? Quelle est la situation initiale et vers où est-ce qu'on veut aller? L'humain,
qui est au cœur du sujet. Hein. Si on n'est pas capable de se mettre autour de la table et d'aligner les objectifs ensemble, qu'on soit un grand groupe ou un agriculteur, ça va être très compliqué si les objectifs ne sont pas alignés côté humain. La stratégie RSE et la réglementation, c'est tout ça qu'il faut aligner dans un projet d'agriculture régénérative. Et donc, évidemment qu'il faut se placer dans une posture de régénération des écosystèmes et des cycles du vivant. Aujourd'hui, régénérer les sols, pour moi, c'est pas suffisant. Il faut aller vraiment vers la régénération des écosystèmes, pardon. Et puis, le dernier petit point, c'est le digital qu'on va mettre au service des projets et qui vont nous permettre d'objectiver cette transition à tous les niveaux. Objectiver pour l'agriculteur, finalement quelle était la situation initiale et où est-ce qu'on va, et d'un point de vue des indicateurs technico-économiques et de la performance de mon exploitation, où est-ce qu'on va, et d'objectiver finalement vis-à-vis du reporting où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. Voilà, tout simplement. Je vous remercie et on prend vos questions avec grand plaisir. Super. On a 5 petites minutes pour les questions et je vais faire passer le micro parce qu'on n'entend pas sinon la vidéo. Donc je te fais passer. Merci pour la présentation. J'ai une question, peut-être que ça a été dit et que je ne l'ai pas bien saisi, mais j'ai une question bassement économique. J'aurais aimé savoir comment Danone s'est investi dans le programme. Qu'est-ce qui a initié ? J'ai compris que c'était Danone, d'une certaine manière, qui a donné l'impulsion de départ. Mais comment elle s'est traduite ? Est-ce qu'elle s'est traduite du coup par le financement de ces formations, par le financement du temps tout le temps que vous nous avez dit que vous avez passé, ou est-ce que ça s'est traduit par un financement direct vers les agriculteurs ? Pas les trois. Du coup, les trois. En fait, chez Danone, donc il y a eu une journée qui a été dédiée, une journée du chiffre d'affaires de Danone en 2018 qui a été dédiée à un fonds qui s'appelle le Fonds Danone pour l'écosystème et qui a permis de financer des programmes de transition sur la partie agriculture régée de l'ensemble des filières de Danone. Donc sur la partie eau, les 4 impluviums de Danone on accompagne les 4 impluviums de Danone sur ce programme de co-construction de feuilles de route de transition agriculture régée. Donc le premier point, c'est que le fonds écosystème nous permet de financer ce programme d'accompagnement qui pour nous a un coût qui est difficile en fait à faire supporter par les agriculteurs en direct, clairement, très difficile à faire supporter par des financements publics parce qu'on a beaucoup de mal en fait à faire financer du temps salaire, qui est quand même quand même le nerf de la guerre pour nous au bout d'un moment. Et puis aujourd'hui, je pense que Ludovic pourra en parler mieux que moi, mais puisqu'il est impliqué aussi dans l'association qui s'appelle La Bulle Verte, qui est en fait une association qui regroupe l'usine Badois, donc qui est entre guillemets Danone, et les communes de l'impluvium et qui allouent des moyens en fait au financement de programmes d'action en faveur de la qualité de l'eau. Et donc c'est cette association qui rémunère sur le modalité de paiement pour services écosystémiques les agriculteurs à hauteur du nombre d'hectares qu'ils engagent dans la démarche agriculture régénératrice. Donc peut-être pour ton cas, Ludovic, si tu veux compléter. Nous, on a une aide directe à l'hectare pour adhérer au collectif, quoi. On a une aide au financement aussi matériel, pourcentage du matériel, pourcentage. Et puis l'achat de semences et une aide à l'hectare un peu plus onéreuse, je dirais, pour les cultures associées type métail qui sont conduites sans produits phytosanitaires. Et peut-être pour compléter sur les aides, du coup, il y a des bonifications en fonction de l'atteinte de certains niveaux de performance techniques sur les indicateurs dans lesquels les agriculteurs se sont engagés de progresser. Et en fait, tout ça a été construit et validé par les agriculteurs au départ. En fait, ils ont été à la manette pour dire tant d'euros à l'hectare nous semble cohérent. Si on veut aller plus loin en rémunération, faut qu'on atteigne ce niveau-là. Et ça, c'est eux qui l'ont défini. Et alors, du coup, pour aller plus loin, cette rémunération, elle arrive plutôt pour assurer en cas de test négatif, parce que il y a des phases de test, plus pour aider à l'investissement. Est-ce que vraiment, sans cette rémunération-là, la transition aurait été impossible, ou c'est simplement ça nous permet d'avoir un coussin de sécurité ? Disons que c'est une carotte pour impliquer l'agriculteur, et après c'est une sécurité en cas d'échec. Et puis une aide à l'investissement, parce que quand on part avec zéro matériel,
c'est pas facile d'investir dans du matériel quand on ne sait pas l'impact qu'il y aura sur l'exploitation. Donc c'est une aide à tout ça, une sécurité. Et puis, vu que ça a été co-construit aussi, on a regardé un palier qui pouvait être atteint par le maximum de personnes, quoi. Parce que bon, au début, c'était parti plus sur du bio et on s'est rendu compte que le collectif, c'était pas représentatif de tous les agriculteurs qui étaient sur l'impluvium. Donc on a essayé de mélanger tout ça et que pour pouvoir attirer le plus de personnes possible, quoi. Pas seulement les bio ou pas seulement ceux qui labouraient plus. Donc, et cette aide, ben oui, sans cette aide, on n'aura pas eu tous les agriculteurs, là, c'est sûr. Peut-être pour compléter, c'est plus simple au départ de réunir des agriculteurs dans une salle quand on est parti d'une démarche ou d'un projet qui n'est pas à l'initiative d'agriculteurs. On arrive comme voilà, un peu un cheveu sur la soupe sur le territoire. C'est plus facile de les réunir. Maintenant, aujourd'hui, dire que c'est uniquement l'aide financière qui fait que les gens se réunissent, La première année, ça a vachement incité. Mais aujourd'hui, on enlèvera l'aide. Je pense qu'on gardera quand même les agriculteurs du collectif. Une petite dernière question et après on vous libère. Merci vraiment pour votre présentation. Alors j'ai 3 questions. Une, j'ai celle de la valorisation de la matière organique produite par la partie élevage. Comment elle est valorisée lors de ce cycle-là? Et est-ce qu'au démarrage, il y a eu nécessairement pour réalimenter le moteur du sol, est-ce qu'il a fallu rensemencer en micro-organismes la vie du sol, ou est-ce que ça s'est fait naturellement ou au fil du temps? Et puis une dernière question qui rejoint un peu l'économique, c'est votre coopérative ou votre industriel qui collecte le lait chez vous, est-ce qu'il a participé? Est-ce que ça l'intéresse cette démarche, ou il n'est pas du tout un acteur engagé dans cette démarche? Tu réponds à la dernière et puis après j'enchaîne sur les... Donc non, on n'a pas de valorisation au point de vue de la laiterie. Peut-être que ça viendra un jour, j'espère. Et non, c'est plus une volonté personnelle de redonner de la fertilité à nos sols naturels pour essayer de baisser notre coût de production, surtout. On n'a pas la valorisation, mais on a quand même une valorisation par la baisse du coût de production. Et rendre la fertilité naturelle des sols, quand on voit le prix de l'azote minéral aujourd'hui, si on peut s'en passer, j'y ai pas à 100%, mais si on peut réduire, c'est déjà bien. Et on passe surtout aussi par la valorisation de nos engrais de ferme, de plus en plus. Et on a été formé, la formation est passée par le bon moment à la portée. On a changé nos méthodes d'appeur et nos dates d'appeur. Je pense que ça a beaucoup d'influence. Et surtout quand on est en non-labour, on emmène mieux l'azote quand il faut en non-labour. Nous, on est en système lisier, on est passé en système lisier. Et ça a tout l'intérêt de faire du non-labour en système lisier comme nous, quoi. Donc sur la partie matière organique des sols et le temps en fait de latence, il faut remettre le contexte. On est dans une zone avec des sols peu profonds, sableux, acides, qui ont eu une utilisation assez intensive, avec finalement assez peu de prise de conscience de la dimension microbiologique en fait des sols. Et donc en fait, du moment que les agriculteurs comprennent qu'il y a déjà un moteur microbiologique dans le sol, en fait, il y a des choses assez simples qui sont mises en place en fait sur comme l'a dit Ludovic, en fait, la réflexion des rotations, le travail adapté finalement aux besoins réels du sol et de la culture, la restitution, la réorganisation des apports et de comment on stocke aussi, parce que ça c'est un gros chantier en fait, les effluents d'élevage. Il y a une multitude de valeurs d'effluents d'élevage, donc on a commencé par faire des choses simples qui sont des analyses de sol, aider les agriculteurs à les comprendre, à les lire, des analyses de fumier, de lisier, et des agriculteurs à les comprendre et à les lire, les manières de le stocker. Aujourd'hui, on a une pratique qui est un peu facile, c'est de stocker au champ sur le litière accumulé en fumier. C'est dommage en fait de laisser 6 mois son fumier au champ et de faire ruisseler. Alors quand il pleut, ça n'arrive pas toujours, mais quand il pleut, de laisser partir la matière dans le sol pour rien. Donc c'est comment on le stocke, donc le bâcher, le garder potentiellement dans les bâtiments. Changer aussi les matériaux qu'on utilise. On a des agriculteurs qui commencent à intégrer du bois, donc ça modifie un petit peu aussi les matières. Les moments d'apport, on se rendait compte qu'il y avait des apports à des moments où les cultures en fait n'étaient pas en place, où on n'avait pas besoin. On avait des apports à des moments où les dynamiques de minéralisation des matières organiques n'étaient pas les bonnes. Donc en fait, c'est vraiment redonner aux agriculteurs la capacité de comprendre comment ça fonctionne mon sol, comment mes micro-organismes y marchent, comment mes plantes elles fonctionnent, de quoi elles ont besoin et à quel moment, pour qu'ils aient tous les outils, et puis la connaissance de leurs matériaux, pour qu'ils aient tous les outils à disposition pour
vraiment avoir leur propre stratégie vis-à-vis de leurs propres objectifs. Tout à fait, bien sûr. Et on a aussi, ça tu l'as peut-être pas précisé, mais au niveau de la bulle verte, il y a aussi des aides à la mise aux normes de stockage des effluents, qui est quand même déjà un premier levier de conserver les nutriments sur sa ferme et d'éviter qu'ils s'envolent ou qu'ils s'écoulent. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. On se rejoint tous en plénière dans le grand amphi. Il y a un tout petit peu de temps pour un mini-café, micro-café ou micro-pause. Mais après, on se retrouve en plénière. Merci beaucoup. C'était super intéressant. C'est frustrant de ne pas avoir plus de temps, mais... On est là.